Le Haut Conseil pour le climat, donc, est pour rappel, parce qu'on a déjà fait des interventions dans cette commission, je vous remercie. C'est un organisme neutre et indépendant qui a pour mission principale d'évaluer l'action publique en matière de climat, y compris la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, les puits de carbone, l'empreinte carbone, l'adaptation au changement climatique et aussi de jeter un regard sur les impacts socio-économiques des actions climatiques. Le Haut Conseil met en perspective l'action de la France par rapport à celle des autres pays. Il recommande des actions. Et ce qui fait l'originalité du Haut Conseil pour le climat, c'est que le gouvernement doit présenter une réponse aux recommandations du Haut Conseil pour le climat au Parlement et au CESE, donc à vous, les députés. 6 mois après les recommandations, après la publication de son rapport annuel. Et c'est ce cycle de rapport, rapport et réponse, qui se veut être un cycle amplificateur de l'action climatique. Dans son rapport 2023, le Haut Conseil pour le climat a d'abord revu la façon dont la France gère les éléments météorologiques et climatiques qui la touchent, dans la perspective de, à l'avenir, évaluer sa politique d'adaptation conformément au mandat qui lui est donné. L'année 2022, donc, a été emblématique de l'intensification des effets du changement climatique. C'est une année record, l'année 2022. On a encore battu des records dans les derniers mois, mais l'année 2022, dans l'ensemble, a été exceptionnellement chaude, avec 2,9 degrés de réchauffement de température moyenne en France, 3 vagues de chaleur, un déficit de précipitations important en France métropolitaine, alors que les outre-mer tropicaux ont enregistré de fortes précipitations à l'inverse, avec d'importantes inondations. Ces événements s'inscrivent dans une trajectoire de réchauffement due aux activités humaines. Certains aspects ont été exceptionnels. On est surpris. Pourquoi est-on encore surpris de l'intensité des événements climatiques qui s'inscrivent dans la trajectoire de réchauffement climatique? On ne devrait plus, en 2022, être surpris. Ces événements de 2022, donc, ont eu des impacts graves sur les personnes, sur les activités économiques, sur les infrastructures et sur les écosystèmes. Les dispositifs de prévention et de gestion de crise n'ont pas permis d'éviter toutes les conséquences des événements de 2022. Il y a quelques exemples là à l'écran. Plus de 2000 communes ont connu de fortes tensions pour s'approvisionner en eau potable, pointant les limites du dispositif de gestion de l'eau actuel, et ce, malgré une révision qui a été faite en 2021 en réponse au retour d'expérience des sécheresses précédentes. Donc, on n'a pas appris, ou en tout cas pas appris suffisamment des événements précédents. On est encore dans la réponse réactive. 8000 communes ont fait des demandes pour reconnaissance de catastrophes naturelles à cause de dommages aux bâtiments causés par les effets de retrait-gonflement des argiles dus à la sécheresse des sols. Ces dommages ont induit un coût, seuls ces dommages ont induit un coût de 2,9 milliards pour les assurances en 2022, 2,9 milliards. Et là aussi, on voit bien l'empreinte du réchauffement climatique derrière ces changements. Comme vous le savez, 72 000 hectares ont brûlé l'année dernière, excédant les limites des moyens français de lutte contre les incendies de végétation. Des moyens étrangers ont dû être déployés en renfort. Les vagues de chaleur estivales ont induit plus de 2800 décès en excès, malgré un dispositif sanitaire éprouvé depuis 2004. On sait gérer les vagues de chaleur et malgré cela, on a quand même 2800 décès. La sécheresse des sols exceptionnelle a touché 3/4 du territoire métropolitain. Le rendement agricole a baissé de 10 à 30% pour certaines filières et la production hydroélectrique a diminué de 20%. Ces impacts ont donc nécessité des mesures d'urgence et d'indemnisation qui ont atteint, voire excédé, les capacités de gestion des services. Le réchauffement est amplifié en France par rapport au niveau mondial. Plus de degrés de réchauffement à l'horizon 2030
est pratiquement inévitable en France, avec des années extrêmes comme en 2022 qui vont devenir de plus en plus fréquentes et qui vont encore s'intensifier. La température record en 2022, elle serait la température moyenne à l'horizon 2050-2060 pour un réchauffement planétaire qui atteindrait 2 degrés. Après 2050, l'ampleur du réchauffement dépend des émissions futures. Sur la base des politiques actuelles, 4 degrés de réchauffement en France est projeté vers 2100 avec des années plus extrêmes encore. Aujourd'hui, l'adaptation se fait largement en mode réactif. Mais ceci ne suffit pas, comme on l'a vu, à prévenir les impacts futurs et il est probable que l'équilibre du système assurantiel en France ne tiendra pas dans sa configuration actuelle. L'adaptation doit donc devenir anticipatrice, préventive, transformatrice et bien sûr changer d'échelle. Le cadre de référence qui a été annoncé par le gouvernement de s'adapter suivant une trajectoire de réchauffement de 4 degrés en France est cohérent avec les connaissances scientifiques, à condition de prendre en compte les risques supplémentaires qui sont de plusieurs natures, soit la variabilité naturelle qui se superpose et fait que des années comme 2022 amplifient le réchauffement de manière plus ponctuelle, mais aussi les risques de renversement des politiques climatiques au niveau mondial, qui sont très, très réels, et ceux liés, bien sûr, aux incertitudes sur les connaissances de la réponse du climat et du cycle du carbone. En ce qui concerne le constat sur l'évolution des gaz à effet de serre, donc une baisse rapide des émissions est donc plus que jamais essentielle pour contenir l'intensification des risques climatiques graves. La baisse en France des émissions, elle se poursuit. On a vu en 2022 une baisse de 2,7% pour les émissions brutes sans tenir compte des puits de carbone, soit 11 millions de tonnes d'équivalent CO2. Vous avez peut-être vu aujourd'hui les annonces de la CITEPA sur la baisse des émissions de plus de 4%, 4,5%, je pense, sur la première moitié de l'année. Ça s'inscrit aussi dans cette poursuite. Donc la baisse en 2022, elle est due à une forte baisse dans le secteur du bâtiment et de l'industrie, qui s'explique en partie par un hiver très doux qui a réduit la demande de chauffage, mais aussi par les mesures de sobriété prises en réponse à la hausse des prix de l'énergie et aux appels à la sobriété du gouvernement. Cette baisse a en partie été compensée par une hausse des émissions dans les secteurs des transports qui ont continué leur rebond post-Covid et dans le secteur de l'énergie, dû à l'indisponibilité du parc nucléaire non programmé et à la baisse de la production hydroélectrique, due aux conditions climatiques exceptionnellement sèches. La loi Climat et résilience de 2019 a établi des budgets carbone, c'est ce qu'on voit là. Donc vous voyez du coup la trajectoire des émissions dans le passé, la trajectoire projetée dans la loi actuelle et les budgets carbone actuels dans la loi. Et donc, ces budgets carbone sont inscrits dans la loi, leur niveau par décret, et ce sont des seuils à ne pas dépasser. Sur les années correspondant au deuxième budget carbone, donc, qui se trouve à être juste ici, le budget carbone pour les émissions brutes, donc sans tenir compte de l'absorption des puits de carbone, est en voie d'être respecté. C'est ce que vous voyez ici. Donc, la ligne noire observée, elle est sous la barre verte. En partie à cause de la baisse des émissions dues aux restrictions imposées durant la pandémie. Par contre, en ce qui concerne les émissions nettes avec puits de carbone, et on pourra aller plus en détail lors des questions, le budget est en voie d'être dépassé car les puits de carbone, surtout les forêts, ont beaucoup diminué à cause de la forte mortalité d'une croissance des arbres trop faible et de prélèvements en plus des feux de forêt en 2022. Les rythmes de baisse actuels sont insuffisants pour atteindre les objectifs de 2030 et doivent presque doubler. La baisse observée pour les émissions brutes que vous voyez ici, 9,1 millions de tonnes sur les 3 dernières années, la baisse attendue par la stratégie nationale bas carbone actuelle, donc avec un objectif de moins 40% en 2030, elle est de 12 millions de tonnes sur cette période en moyenne par année, donc on n'est pas encore à cet objectif. De plus, bien sûr, l'objectif 2030 a été renforcé en 2021 par la loi européenne sur le climat.
Et cet objectif décliné pour la France, qui n'est pas encore inscrit dans la loi, mais qui a été annoncé, implique une baisse de 17 millions de tonnes de CO2 en moyenne sur cette période. Donc, vous voyez, le nouvel objectif européen pour la France, c'est le point jaune là. Donc, le rythme de baisse des émissions doit presque doubler et les puits de carbone doivent en parallèle fortement augmenter alors qu'ils diminuent à l'heure actuelle. Donc, cette baisse-là, au niveau national, elle doit être répartie entre les différents secteurs émetteurs. Et c'est bien les choix du gouvernement qui vont distribuer ces efforts entre secteurs pour les secteurs qui ne sont pas couverts par le système d'échange de quotas d'émissions européen. Donc, au HCC, nous avons fait 2 hypothèses pour cette répartition, soit une répartition dans la configuration actuelle, donc avec la distribution de l'effort actuel, et une répartition égale entre secteurs selon leur poids en émissions. Dans les 2 cas, les rythmes de baisse que vous voyez ici dans l'encadré en bas, les rythmes de baisse des émissions doivent être rehaussés pour l'ensemble des secteurs, sauf pour le secteur du bâtiment, où on a une marge de manœuvre. Pour les secteurs des transports et de l'énergie, la hausse est forte, avec un facteur 3,5 à 5 comparé à leur baisse depuis 2019. Dans le secteur de l'agriculture, les choix du gouvernement auront une incidence majeure parce que selon le choix que l'on fait, le facteur amplificateur pourrait être de 1,25 ou 3,5 si on distribue les efforts de manière équitable entre secteurs ou de manière proportionnelle entre secteurs. Cependant, la baisse constatée des puits de carbone implique que des efforts supplémentaires dans le secteur agricole seront nécessaires afin d'augmenter le stockage de carbone dans les sols. L'industrie doit rehausser son rythme de baisse par un facteur 1,4 à 1,6. Et en ce qui concerne les émissions du bâtiment, ce sont les seuls qui, pour le moment, respectent le rythme de baisse pour lequel le rythme de baisse est compatible avec le rythme attendu en 2030. Bien que, du coup, lorsque l'on regarde l'analyse sous-jacente, elle montre que le nombre de rénovations énergétiques profondes est bien inférieur au nombre nécessaire pour aller jusqu'à la neutralité carbone en 2050. Pour le constat sur l'avancée des politiques publiques, le Haut Conseil pour le climat a développé cette année une nouvelle méthode d'évaluation qui a permis de montrer de nombreux blocages. La méthode d'évaluation inclut l'appréciation du cadre public sous 5 axes que nous avons appliqués cette année sous mode réduit. Mais je vous donne les conclusions que nous avons pu tirer cette année de cette analyse. Pour le volet stratégie, qui est le mieux développé, de nombreux documents stratégiques et plans d'action ont été publiés. Ils sont généralement bien cadrés avec des priorités et des actions et ils mobilisent les parties prenantes. La cohérence et l'alignement des stratégies avec les objectifs climatiques, par ailleurs, ne sont pas assurés et les dispositifs de suivi et d'évaluation sont souvent incomplets, ce qui rend difficile la garantie de l'atteinte des objectifs. Surtout, pour le deuxième volet d'évaluation, la stratégie n'est pas à l'heure actuelle accompagnée d'une politique économique d'ampleur permettant de déclencher l'accélération nécessaire. L'examen des politiques pour les sous-secteurs des voitures et des logements montre l'existence de paquets de mesures, mais les incitations et les moyens financiers qui les accompagnent sont insuffisants. Un soutien public supplémentaire est nécessaire qui doit augmenter avec le temps pour atteindre environ 30 milliards par an en 2030, tous secteurs confondus pour la part publique, soit la moitié des financements publics et privés nécessaires selon le rapport Pisani-Ferry-Mafous qui a été publié plus tôt dans l'année. La politique économique de la France doit donc être transformée afin de permettre d'atteindre les rythmes de baisse des émissions attendus et de mettre en place une adaptation transformationnelle. Ceci comprend la politique budgétaire, fiscale, commerciale, industrielle et celle de l'emploi.
Une trajectoire de financement aussi jusqu'à l'atteinte de la neutralité carbone. Ceci comprend une trajectoire de suppression des dépenses et des niches fiscales défavorables au climat et la structuration et la création de nouvelles filières de la transition énergétique. Pour le troisième volet, les freins et leviers de la transition. Donc ici, on entend compétences, infrastructures, organisation des marchés, etc. Ils sont nombreux. Par exemple, 15 freins et leviers ont été identifiés pour le seul secteur des transports. Ceci donne une idée de l'ampleur du travail à accomplir. Ces freins et leviers, du coup, dans l'approche du gouvernement ou dans l'approche de l'État, sont généralement identifiés, mais ils ne sont souvent pas traités de manière systématique dans la durée. Quatrième volet, la contribution de l'adaptation au respect des budgets carbone n'est pas explicite dans le cadre existant, avec l'agriculture et les puits de carbone qui sont les mieux couverts et les risques de maladaptation sont, du coup, à l'heure actuelle, peu identifiés. Dernier volet, les politiques climatiques pèsent davantage sur les ménages modestes, malgré les efforts qui sont faits tangibles pour compenser les effets régressifs. Ceci s'explique par une offre inadéquate. Par exemple, les offres de véhicules doivent être petits, légers pour être abordables, et par les limites de capacité de réponse des ménages qui s'ajoutent à un contexte de forte inflation. Au niveau à l'international, la multiplication des politiques publiques commence à faire infléchir les émissions mondiales. Au moins 18 pays, dont la France, voient leurs émissions et leur empreinte carbone diminuer depuis une décennie ou plus, avec plus de 3000 lois climatiques nationales qui ont permis d'éviter plusieurs milliards de tonnes d'équivalent CO2 au niveau mondial. Les engagements actuels, malgré tout, ne suffisent pas à limiter le réchauffement dans la fourchette 1,5 à 2 degrés et le plus près possible des 1,5 degrés, alors que la COP 27 de l'année dernière n'a pas permis d'avancer sur les engagements de réduction d'émissions. L'adoption de la majorité des textes du Fit for 55 au niveau européen viennent structurer l'action de l'Europe et de la France. Ce développement positif clarifie comment l'Union européenne compte atteindre ses objectifs de 2030. Ces textes doivent rapidement se traduire en mesures concrètes avec plans d'investissement déclinés sur le long terme, et l'évolution des dispositifs qui les accompagnent à la fois au niveau européen et au sein des États membres, y compris la France, avance du coup à un rythme qui est encore difficilement compatible avec les objectifs 2030 dans 7 ans. Dans l'optique du besoin de relancer la dynamique internationale, la France doit préparer une position forte en amont de la COP 28 sur la base du renforcement de ses objectifs rehaussés de 2030. Pour le constat, il est grand temps du coup d'acter l'urgence et d'engager les moyens nécessaires au rehaussement de l'action publique en matière d'adaptation transformationnelle et de décarbonation accélérée en France et dans le monde. L'année 2022 a révélé les limites capacitaires de gestion de crise en France et fait ressortir que plus que jamais, le besoin de définir une politique économique d'ampleur permettant de déclencher l'accélération nécessaire, tout en atteignant les objectifs de neutralité carbone en 2050, bien sûr. La loi de programmation quinquennale sur l'énergie et le climat, la LPEC, la revision de la stratégie nationale bas carbone et la stratégie française pour l'énergie et le climat sont des périodes d'opportunité à ne pas rater pour concrétiser, systématiser et opérationnaliser les nouveaux objectifs. En conclusion, les principales conclusions de notre rapport sont les suivantes. L'adaptation en mode réactif et ponctuel qui est prévalent aujourd'hui ne suffit pas. L'adaptation doit changer d'échelle. Le cadre stratégique qui se construit doit être mis en œuvre de manière opérationnelle et systématique. Il doit être accompagné d'une politique économique d'ampleur, alors que la dynamique internationale, elle, doit être relancée en amont de la COP 28. Le Haut Conseil pour le climat a fait plus de 100 recommandations spécifiques qui viennent accompagner ces conclusions. Elles sont disponibles dans un petit pamphlet devant la salle avec le résumé exécutif. Maintenant, la réponse du gouvernement à ces recommandations est attendue d'ici la fin de l'année, conformément à la loi énergie et climat. Et cette réponse se fait bien sûr au Parlement et au CESE. Je vous remercie.
Merci Madame la Présidente pour ce propos introductif. Nous en venons aux orateurs des groupes et pour le groupe Renaissance, la parole est à Marjolaine Meunier-Millefer. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame Le Quéré, Monsieur Mandon, Madame Guillaume, merci pour votre présence aujourd'hui. En premier lieu, je voulais saluer au nom du groupe Renaissance votre travail ainsi que ceux de vos équipes pour la richesse du contenu scientifique et l'effort pédagogique que vous déployez pour le rendre accessible à tous. Merci pour ça parce que votre travail est précieux et nous le suivons ici avec beaucoup d'attention. L'édition 2023 de votre rapport, donc paru en juin, appelle les pouvoirs publics à entrer dans une phase plus proactive, marquée par une volonté de préparer l'adaptation et de piloter la planification. Ces deux appels nous semblent avoir été d'ores et déjà entendus, au moins en partie par le gouvernement, avec la présentation du travail du SGPE en juillet. Ça doit vous rassurer d'ores et déjà. De même que l'augmentation significative des budgets pour le PLF dédié à la transition écologique, ainsi que les travaux qui ont été menés autour de l'adaptation à une France plus 4 degrés, qui ont été, eux, lancés, c'était en mai, si ma mémoire est bonne. Donc tout ça, ultérieur à votre rapport, tout ça, est-ce que vous l'avez suivi? Est-ce que ça vous semble déjà un peu plus à la hauteur? Dans un second temps, je voudrais m'attarder sur l'appropriation par les territoires et les Français des enjeux de la planification écologique. Je sais qu'elle vous tient à cœur, Madame la Présidente. Il y a des réticences fortes encore dans les territoires et chez nos concitoyens. Qu'est-ce que vous aimeriez répondre à ce président de région qui annonce vouloir se retirer du dispositif zéro artificialisation nette, ou encore aux propriétaires bailleurs qui voudraient repousser l'échéance de rénovation des passoires thermiques? Comment on peut lutter contre ces réticences? Quel rôle pour les collectivités territoriales dans la planification? Quelle vigilance vous aurez par la déclinaison des objectifs de planification dans les SRADET? Vous les avez mentionnés dans votre PowerPoint. Que pensez-vous de l'annonce de la Première ministre de mettre sur pied des COP régionales, chargées, selon ses mots, de faire converger travaux nationaux et remontées des territoires, parce que les régions sont les chefs de file de l'aménagement du territoire, l'échelon pour la réflexion stratégique et la planification? Ce mode de gouvernance vous paraît-il pertinent et comment souhaiteriez-vous y être associé? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Pierre Meurin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame, Monsieur, chers collègues. En liminaire, en introduction, je voudrais rappeler que la France émet 0,9% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et que nous sommes par ailleurs nous étions les bons élèves de la décarbonation, notamment grâce à notre énergie nucléaire largement abîmée ces 30 dernières années. Mon inquiétude est aussi celle-ci, c'est que l'industrialisation des pays en voie de développement compense en termes de gaz à effet de serre l'ensemble des efforts que nous pouvons, nous, faire français. Il faut faire des efforts, mais il manque une corde à votre arc, c'est que 51% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays proviennent de nos importations. Qu'est-ce que vous pensez donc de l'idée de relocaliser la production en France, retisser un maillage de services publics et privés au plus près des territoires qui permettrait d'entamer largement ce chiffre de 51% de nos émissions de gaz à effet de serre liées à nos importations? Cette piste est-elle évoquée dans vos travaux? Les efforts devraient donc être concentrés sur cet objectif de réduire nos importations, car effectivement, nous pensons que le libre-échangisme sauvage est le principal ennemi de l'écologie, en plus d'être l'ennemi de notre souveraineté et du pouvoir d'achat des Français. Ainsi que des efforts à faire sur la décarbonation de notre énergie, puisque la fermeture de Fessenheim, l'abaissement de notre filière nucléaire conduit à importer de l'électricité carbonée allemande. Vos recommandations sont largement liées à l'écologie punitive, ZFE, la crise du logement avec les diagnostics, les diagnostics énergétiques qui vont sortir du marché plus de 40% à terme du parc locatif français, des logements à bas coût pour les Français les plus modestes. Question dernière, quand allez-vous cesser de préconiser, au nom de la transition écologique, des mesures technocratiques et injustes pour nos concitoyens les plus modestes? Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Sylvain Carrière. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Dans votre présentation du rapport annuel de juin dernier, vous présentiez l'échec de la politique climatique menée aujourd'hui en France. Le rythme de réduction d'émissions des gaz à effet de serre doit doubler annuellement pour tenir les objectifs européens du Fit for 55. Les objectifs pour y arriver sont détaillés dans votre excellent rapport. Et pourtant, le gouvernement, sous couvert de planification écologique, que l'on pourrait appeler greenwashing d'État, nous embarque dans sa bagnole qui fonce droit dans le mur.
Prenons l'exemple des puits de carbone. Invoqués par le gouvernement comme solution miracle, vous dites au contraire qu'ils ont un potentiel défaillant du fait de l'intensification des sécheresses, phénomène déjà commencé et voué à s'accentuer. Dès lors, les effets d'annonce comme 1 milliard d'arbres plantés par les écoliers sont anachroniques sans aller jusqu'à parler de démagogie. Car actuellement, les puits de carbone absorbent 4% des émissions de gaz à effet de serre, et ce, malgré une couverture forestière d'un tiers du territoire national. Planter des arbres n'est donc pas la solution, mais un pansement. Il faut un plan national de sobriété. En même temps, aucune bifurcation structurelle n'est engagée. Les transports restent centrés sur la bagnole et son développement. 250 000 voitures électriques annuelles annoncées par Emmanuel Macron et de nouvelles autoroutes comme la 69 entre Toulouse et Castres. Mais où sont les transports en commun et le rail, autrefois fleuron français? Et que dire des millions de poids lourds à 97% au gasoil en retard sur la stratégie nationale bas carbone? Rien. Ils ne sont pas évincés des routes, comme notamment à cause de l'abandon du fret ferroviaire français. Pour terminer donc, en tant que Haut Conseil pour le climat, comment expliquer que parmi toutes vos recommandations, les seules retenues le soient grâce à une opportunité industrielle ou économique? À croire donc que les coûts sociaux et de biodiversité n'entrent pas dans l'équation. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Antoine Vermorel-Marquez. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues. Tout d'abord, notre groupe vous remercie de votre présence cet après-midi afin de nous éclairer sur vos constats et également vos recommandations concernant la transition écologique. En juin dernier, le Haut Conseil pour le climat a publié son 5e rapport annuel qui dénonce le rythme de réduction 2 fois trop lent des émissions de carbone de la France au regard de ses engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. Alors que le gouvernement se satisfait d'un léger mieux par rapport à la période 2015-2018 pour laquelle notre pays a été condamné pour inaction climatique, votre rapport confirme que la baisse de 2,7% mesurée en 2022 est d'abord liée aux effets conjoncturels de l'hiver doux et de l'inflation, et je vous cite, sans que cela ne permette de conclure que des politiques structurelles suffisantes ont été enclenchées. À l'issue de la mission Flash sur le respect des engagements climatiques de la France, conduite avec ma collègue Laurence Edelgrière, nous estimions que l'horizon lointain des objectifs de décarbonation ne favorisait pas l'action et qu'une loi de planification écologique, assise sur un pouvoir de contrôle renforcé du Parlement et de nouveaux moyens accordés au Haut Conseil pour le climat serait nécessaire. À ce titre, quelles ont été pour vous les suites de notre mission Flash, et notamment en matière de ressources humaines? À ce sujet, quels risques voyez-vous pour la transition écologique à ce que la loi de programmation énergie-climat ne soit pas, comme prévu, votée par le Parlement? La planification écologique dévoilée la semaine dernière par le président Emmanuel Macron et déclinée dans le projet de loi de finances 2024 est-elle à la hauteur des enjeux? Enclenchera-t-elle la dynamique espérée alors qu'elle ne fait aucune action pluriannuelle? Ce qui manque à notre avis dans ce plan, c'est une politique plus enthousiasmante d'incitation au changement qui ne consiste pas à culpabiliser nos concitoyens, mais à leur proposer des solutions attractives. Cette écologie plus humaine et moins punitive passera enfin par des changements de mode de vie et de production soumis au débat et acceptés par les Français. Enfin, notre groupe s'interroge sur l'importance donnée à l'atténuation, mais aussi à l'adaptation dans les débats à venir. Avez-vous prévu d'inclure ce sujet dans vos prochains travaux de manière plus intensive? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Hubert Ott. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, chers collègues, dans ce contexte de crise climatique, nous devons faire face à un autre constat de plus en plus inquiétant. Nous sommes face à un profond déclin des espèces vivantes qui s'aggrave d'année en année. Si rien n'est fait, c'est bien l'ensemble du vivant qui connaîtra une 6e extinction de masse. L'effondrement dont on parle, malheureusement, se fait à bas bruit. Il ne saute pas forcément aux yeux, même si des cortèges entiers d'animaux et de plantes entrent chaque année sur la liste des espèces en danger critique. Ce drame discret est moins spectaculaire que les incendies, les cyclones ou les inondations, moins éprouvant que ces records de température battus d'été en été. Durant les 50 dernières années, 69% de nos mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons ont déjà disparu. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du monde animal qui est victime d'une hécatombe silencieuse. Le pire est donc à venir. Les crises du climat et de la biodiversité sont intrinsèquement liées. Le dérèglement figure désormais parmi les premières causes de cette disparition accélérée du vivant. À l'échelle mondiale, un rapport de l'IPBES, paru en 2019, estime que c'est 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction pour les prochaines décennies, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité.
La France, qui abrite environ 10% de la biodiversité mondiale, est parmi les premiers pays pour le plus grand nombre d'espèces en danger. Les causes de l'effondrement du vivant sont connues. Artificialisation, agriculture, exploitation forestière et pollution figurent parmi elles. En mélangeant nos espaces vierges, en modifiant nos pratiques agricoles, en réduisant drastiquement la pollution et en diversifiant nos productions, même en forêt, nous recréerons un paysage à faces multiples, un paysage qui fonctionne comme un écosystème. Dans nos projets pour la transition, ces évolutions et ces révolutions doivent absolument devenir nos priorités nationales. Ne croyez-vous pas que c'est en unissant le combat climatique et le combat pour le vivant que nous choisirons ces priorités absolues qui nous feront sortir par le haut en défendant finalement autant les conditions pour la vie que la vie elle-même? Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Gérard Le Seul. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, chers membres du Haut Conseil pour le climat, chers collègues, la France n'est manifestement pas prête à faire face aux effets du changement climatique. C'est ce que vous mettez dans votre rapport. Et en tant que député des Boucles de Seine, cette citation de votre rapport résonne terriblement, tant je mesure le risque d'une élévation du niveau de la mer et donc du fleuve sur nos communes et vergers de la vallée de la Seine. Les incidences des modifications climatiques sont énormes. Recul du trait de côte, modification des cultures, intermittence de la ressource en eau. Ces périls sont nombreux et nous aimerions connaître vos recommandations sur des solutions concrètes de lutte et d'adaptation à mettre en œuvre. Dans votre rapport, vous faites aussi la démonstration que les mesures prises par le gouvernement vont dans le bon sens, mais ne sont pas suffisantes et pas assez massives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et respecter nos engagements internationaux et nos engagements vis-à-vis de la population française. Pour passer à l'échelle, et comme nous le proposons avec le groupe socialiste dans les différents débats parlementaires, il apparaît nécessaire et urgent de mettre des moyens forts, notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments. Pour ne prendre qu'un exemple, le plan pompe à chaleur annoncé avec grandiloquence par le président n'est une nouvelle fois, de notre point de vue, pas à la hauteur des enjeux. Le sujet de la rénovation énergétique, on le sait, c'est la rénovation globale qui seule permettra une forte réduction des consommations et des émissions. Votre rapport nous invite aussi à une réflexion sur notre empreinte carbone globale qui regroupe les émissions nationales et celles qui s'associent aux produits que nous importons. Alors, selon vos chiffres, l'empreinte carbone des importations est 1,5 fois plus importante que les émissions produites sur le sol national. Il n'est donc pas acceptable de déléguer finalement les émissions polluantes à l'étranger au mépris de nos règles sociales et environnementales. Nos exigences sur la production nationale doivent être les mêmes pour les produits que nous importons que pour ceux que nous produisons. Ainsi, nous aimerions obtenir votre expertise sur l'effet de l'application de nos normes environnementales sur les produits que nous importons. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est à Henri Alfandari. Merci, Monsieur le Président. Bon, je pourrais faire aussi la lecture de toutes les catastrophes, mais vous l'avez déjà très bien fait, donc je ne le ferai pas. Par contre, je vous poserai une question, par exemple, sur le SRADET. La question, est-ce que c'est bien la bonne échelle? Est-ce que le SRADET, quelque part, n'est pas trop petit pour avoir une vraie politique globale et trop grand pour descendre dans le niveau de finesse dont nous avons besoin? Je m'explique. Par exemple, sur une question que j'ai eue tout récemment, on a reconstruit la charpente de Notre-Dame. On l'a reconstruit en partie avec du bois vert, comme ça se faisait il y a plusieurs siècles, enfin au moment où ça a été fait, et c'est bien plus efficace. Et on parle de bois qui vont avoir entre 50 et 80 ans. Sur le terrain, l'ensemble des propriétaires forestiers savent qu'aujourd'hui, il va falloir penser effectivement à ne plus récolter un arbre à 120 ans, 150 ans, mais le récolter à 50, 80 ans. Or, il n'y a pas de rapprochement entre les deux. Visiblement, on arrive à faire ce constat dans un secteur, le faire dans un autre. Or, personne n'arrive à restructurer une filière avec ces informations-là. Autre question qui me pose, c'est la question, toutes les villes pompent leur eau dans le Cénomanien. Toute cette eau est rejetée à la mer. Or, il suffirait de 30% de cette eau pour faire les usages agricoles. Et par ailleurs, ça permettrait, dans le cycle de l'eau, de bien mieux gérer la baisse des températures au sol, une meilleure biodiversité et autres. Je n'ai pas l'impression que le SRADET puisse répondre à ce genre de problématiques. D'une manière générale, je vais vous poser deux questions. Votre rapport dit que l'adaptation doit devenir préventive et transformatrice en anticipant bien en amont les changements futurs.
qu'est-ce que vous pensez de l'application actuelle du principe de précaution par rapport à cette phrase-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez contradictoire entre figer une approche à l'instant T, alors qu'on doit être dans une nature prospective et une capacité d'évolution? Et la deuxième chose, c'est bien le carbone qui nous occupe, il faut qu'on en enlève, notamment ce qu'on a mis dans l'atmosphère. Je sais que vous avez travaillé sur ces questions-là, Madame la Présidente, donc est-ce que vous avez pensé d'une manière ou d'une autre à le monétiser? Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Cyrielle Châtelain. Merci, Monsieur le Président, et merci, Madame la Présidente, d'être venue nous présenter les conclusions de votre travail qui est extrêmement riche, extrêmement solide et qui, je crois, doit tous nous inspirer. Je voudrais commencer par peut-être vous présenter des excuses que vous avez eues dès la deuxième intervention dans cette Assemblée. Eu à écouter de la part du Rassemblement national des propos climato-sceptiques. Oui, la France représente 1% des émissions, comme 180. En fait, on a 199 pays qui représentent 1% ou moins des émissions. Aujourd'hui, ce propos-là de minorer notre rôle a qu'un seul objectif, c'est de nous empêcher d'avancer. La deuxième chose, c'est qu'il faut prendre en compte la responsabilité historique d'un pays tel que la France dans les émissions cumulé de gaz à effet de serre, et je pense que c'est essentiel. Je retiens de votre intervention et du travail qui a été fait, Madame la Présidente, effectivement l'aspect conjoncturel, notamment des baisses de 2022, qui doit nous alerter sur la nécessité de prendre des mesures fortes et structurelles dès maintenant. La deuxième chose, je retiens l'opportunité que peut représenter la LPEC, et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un débat parlementaire rapidement sur cette loi que je pense nous attendons tous et qui, oui, peut être une véritable opportunité. Enfin, je retiens aussi l'importance de préserver les puits carbone et donc l'importance d'arrêter un certain nombre de projets aujourd'hui climaticides, notamment de projets autoroutiers pour les préserver. Enfin, j'aurais deux questions. Vous parlez d'un manque d'une politique économique permettant d'atteindre les objectifs. Est-ce que vous pourriez développer un peu la politique économique qui vous semblerait pertinente? Notamment, il me semble qu'on a une question sur la dépendance aux énergies fossiles. On a un certain nombre de très grandes entreprises aujourd'hui qui, notamment Total, continuent à développer des projets, que ce soit en Ouganda ou au Suriname, qui remettent en cause en fait toute l'action qu'on est en train de faire. Donc, à la fois, quelle politique économique d'incitation, quelle politique par rapport aux grandes entreprises, notamment par rapport à l'appel des scientifiques sur la non-prolifération de vos projets fossiles. Et ma deuxième question, c'est sur les ménages modestes. Vous avez parlé de l'impact des politiques environnementales que peut avoir sur eux. Est-ce que, moi, il me semble que notamment dans les personnes qui subissent les impacts du dérèglement climatique, on a de nombreux ménages modestes. Est-ce que pouvez-vous nous dire si vous aviez étudié le profil, notamment des personnes qui subissent ces impacts du réchauffement? Je vous remercie. Merci. Pour la gauche démocrate et républicaine, la parole est à Hubert Wulfranc. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, mon collègue Carrière m'a un peu mangé la laine sur le dos tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur la question donc, des transports, qui est un enjeu central, bien évidemment, en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Dans votre rapport, au niveau des poids lourds, du fret marchandises, vous indiquez que le bilan de leur trajectoire est supérieur aux prévisions de la stratégie nationale bas carbone. Notamment entre 2019 et 2022, vous chiffrez ce delta négatif. Vous indiquez également que le niveau du trafic poids lourd est supérieur au scénario central de la SNBC. Et enfin, vous précisez que les ventes de poids lourds électriques n'augmentent que de 0,2% par an depuis plusieurs années, ce qui est largement insuffisant en matière de décarbonation. Vous notez une trajectoire similaire insatisfaisante pour les véhicules utilitaires légers. Donc en matière de fret marchandises, la route domine toujours très largement et ne remplit pas ses objectifs de décarbonation. Le fret ferroviaire, dont l'enjeu de développement est majeur, est guidé, comme vous le rappelez, par la stratégie nationale, dont vous indiquez brièvement, je cite, qu'elle comporte peu de mesures incitatives ou réglementaires favorisant l'attractivité du train et le report modal. Par ailleurs, une période relativement incertaine s'ouvre pour le fret ferroviaire. Alors, je voudrais simplement, dans ce débat récurrent, que vous reveniez sur un certain nombre de peut-être
précisiez les préconisations qui seraient, selon vous, nécessaires dans ces stratégies aux fins d'assurer un report modal au bon rythme. Merci. Merci, chers collègues. Madame la Présidente, je vous laisse le soin de répondre à nos orateurs de groupe, en sachant que nous avons d'ores et déjà une petite dizaine de questions d'1 minute. Merci beaucoup pour ces questions très très riches et aussi pour avoir pris la peine de consulter notre rapport. Déjà, si je les prends en ordre et ensuite je vous demande de compléter là sur les éléments autres. Vous avez donné l'exemple, Madame Milfer-Meignier, du ZAN et des réticences, en fait, de l'engagement des citoyens au travers de la France et des réticences qu'on peut avoir, ce qui amène à ralentir les politiques publiques. Donc, malheureusement, c'est une réalité que l'on doit aller plus vite au niveau de l'implémentation, de l'accélération des mesures, et ça veut dire qu'on touche, en fait, à la vie quotidienne de chacun. Un des éléments vraiment cruciaux que nous avons essayé de faire ressortir dans notre rapport, c'est justement la disponibilité des options à un coût abordable, l'accessibilité des différentes options. Et c'est bien là où on peut avoir des avancées importantes, c'est-à-dire de regarder la société bas carbone de demain, qui est celle qui est en route. Elle est en route en France, elle est en route en Europe, elle est en route aux États-Unis, elle est en route en Chine, elle est en route de par le monde. Donc, c'est la société globale que nous aurons, et c'est de regarder comment est-ce qu'on peut rendre cette société accessible à tout un chacun. Si on prend l'exemple des transports, bien sûr, il y a le transport collectif là où il existe, où c'est possible et où on peut le développer de manière pratique et abordable. Mais bien sûr, il y a aussi l'électrification du parc automobile. On a noté dans notre rapport une tendance à ce niveau, c'est-à-dire que les producteurs produisent des voitures qui sont de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes et du coup de moins en moins abordables. Et c'est un exemple typique de la transition bas carbone où on veut faire une transition vers l'électrique et qu'on l'a fait de manière à ce qu'elle ne soit pas accessible à l'ensemble de la population. Et donc là, on a eu une recommandation très forte et qui a été entendue jusqu'à un certain point, c'est-à-dire d'essayer d'influencer déjà l'accessibilité, la production du passage à l'électrique vers des voitures qui sont beaucoup plus accessibles, mais aussi de regarder le marché de seconde main dans ce cas spécifique et bien sûr en parallèle de rendre plus accessible le transport actif et le transport collectif. On voit bien, vous avez mentionné Lausanne, mais il y a aussi le problème se retrouve au niveau des ZFE, au niveau justement des chaudières à gaz. Et donc, on doit vraiment, le gouvernement doit vraiment, et l'ensemble du secteur public, regarder comment est-ce qu'on assure une transition juste dans l'ensemble. Et une transition juste, ce n'est pas une transition que simplement articulée au niveau du coût, mais au niveau de l'accessibilité pour l'ensemble de la population. C'est aussi une transition qui doit avoir une trajectoire très visible pour l'ensemble des acteurs. Une trajectoire pour les producteurs, une trajectoire pour les ménages, une trajectoire pour l'industrie. Et là, vous m'avez demandé, Monsieur le Président, de commenter sur les annonces qui ont été faites justement depuis la publication de notre rapport. Et on voit que la plupart de ces annonces, elles vont dans le bon sens, mais on ne voit pas encore la trajectoire jusqu'à la neutralité carbone ou au moins jusqu'à l'horizon 2030 se dessiner. Donc c'est là vraiment où on a un travail collectif à faire, mené par le gouvernement avec à l'appui la publication et le travail fait du SGPE derrière, mais pour dessiner cette trajectoire de manière la plus opérationnelle possible, d'identifier d'où viendra le financement, quelle est la part publique, quelle est la part privée et comment est-ce qu'on articule tout ça. Donc, l'engagement des collectivités, l'engagement des régions est fondamental parce que les régions auront des circonstances spécifiques et que c'est vraiment important de voir comment est-ce qu'on peut articuler les politiques nationales au niveau régional. Et ça ne peut se faire qu'avec un engagement très important. Et donc, les COP régionales s'inscrivent dans cette voie-là. Quel pourrait être le rôle du Haut Conseil pour le climat? Il y a des hauts conseils régionaux qui sont en train d'émerger dans les diverses régions. Je les encourage parce que ça amène justement un regard différent sur cette articulation régionale nationale
Et nous, au Conseil pour le climat, on a, selon la loi climat résilience, on doit rendre un rapport sur les régions qui viendra probablement 2025. Et c'est à ce moment-là où on pourra se pencher plus en détail sur le rôle des régions. En ce qui concerne les émissions, la contribution de la France aux émissions mondiales, donc Monsieur Morin. Donc, vous avez parlé, bien sûr, moins de 1% pour la France, on le sait tous. Donc, la France, elle a un rôle à jouer comme tous les autres pays. Ces émissions par personne sont importantes. Mais plus important encore, vous avez parlé de la France comme étant les bons élèves, mais elle est quand même en train de se faire rattraper quelque part par d'autres pays. C'est-à-dire que la France, elle est pratiquement sortie du charbon, pas encore, et c'est dommage. Mais ces émissions nationales diminuent jusqu'à très récemment de environ 2% par an. On a vu des années avec un peu plus, 2,7, mais ce n'est pas encore la tendance bien ancrée. Il y a plusieurs pays qui sont sortis complètement du charbon. Il y a plusieurs pays qui baissent leurs émissions à des rythmes de 3 à 4% par année. Et donc, la France n'est plus du tout toute seule. Il y a tous les pays européens qui avancent au même rythme. La France, elle risque d'être en retard si justement elle ne prend pas le tournant d'accélérer le plus vite possible sa tendance et son industrialisation, ou peu importe les choix politiques qui sont faits derrière, mais qui soient des choix bas carbone. Si on veut reculer sur certaines politiques climatiques, il faut que les partis soient capables de dire comment est-ce qu'elles vont atteindre les objectifs qui sont franchement très importants, parce que comme vous le savez, comme vous l'avez vu, on l'a vu cet été, on l'a vu l'année dernière, la France, elle est particulièrement exposée au changement climatique plus que les autres pays, et qu'on va souffrir en France si on n'est pas capable d'entraîner au niveau mondial la baisse en émissions nécessaire pour stabiliser le climat. 51% des importations, merci de nous le rappeler, vous avez complètement raison, que l'empreinte carbone de la France est plus élevée, 1,5 fois plus élevée que les émissions nationales. Et donc, il faut aussi que la France, elle se préoccupe des émissions associées à ces importations. Nous avons publié un rapport sur justement ces émissions en 2019, qui est encore d'actualité, et qui dit que au moins 3/4 des décisions reliées aux importations sont faites par des acteurs français. Donc, ce sont soit les ménages avec leur pouvoir d'achat, avec ce qu'ils achètent, soit les entreprises avec la source et l'origine de leurs produits qui sont parfois assemblés en France. Donc, on doit bien prendre en compte ces flux d'émissions. Nous avons recommandé, nous, d'inscrire les émissions de l'empreinte carbone dans les budgets carbone de la France. Le gouvernement s'est engagé dans la loi de 2019 à donner un seuil, à ne pas dépasser pour ces émissions. On a proposé des chiffres et une trajectoire. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut appuyer les ménages et les organismes et les entreprises pour qu'ils puissent engager des choix bas carbone. Ça sera effectivement, comme vous l'avez dit, ça va augmenter justement la compétitivité de la France, mais plus encore, ça va inciter les pays qui importent en France à réduire leurs émissions. C'est aussi la direction du CBAM, qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Europe. Donc, ces émissions importées, il ne faut pas les négliger. Maintenant, si on veut une réindustrialisation, c'est un choix politique du gouvernement. Et il faut cependant qu'elle soit bas carbone. Voilà. En ce qui concerne les puits de carbone, Marion, je vais te demander dans une minute de prendre la parole. Vous avez parlé, donc Sylvain Carrière, maintenant, je ne sais plus où vous êtes. Ah voilà, merci. Effectivement, le plan national de sobriété que vous avez mentionné, pour atteindre les objectifs de 2030, il faut vraiment aller très vite. Et donc, la sobriété doit vraiment être au centre de ces politiques. C'est absolument fondamental. Maintenant, la sobriété, ce n'est pas de tout faire comme on fait dans l'actuel et en bout de course dire on vous présente toutes ces offres alléchantes, mais surtout n'y touchez pas parce que ça émet du carbone. Il faut vraiment focaliser la sobriété sur toute l'offre qui est aux consommateurs, et donc la production
et donc toute la chaîne de l'ensemble de l'économie. Et je reviens à mon exemple de ces voitures. Donc, j'ai parlé des voitures électriques qui doivent être petites. Les voitures aussi thermiques ont une tendance, surtout les voitures thermiques, ont une tendance à devenir de plus en plus grosses. C'est un exemple d'une offre qui n'est plus acceptable parce que c'est une offre qui est de plus en plus carbonée, alors qu'on devrait plutôt avoir une offre inverse, qui est une offre qui est de plus en plus sobre pour le consommateur. Et justement, la rénovation thermique des bâtiments s'inscrit dans cette offre sobre, c'est-à-dire qu'en accompagnement du remplacement des chaudières à gaz vers des pompes à chaleur, on doit aussi isoler les bâtiments pour réduire les demandes énergétiques, ce qui va aussi faciliter du coup les besoins de déploiement des énergies renouvelables et du système électrique qui va avec. Pour continuer, donc sur les suites de votre mission flash, et si le plan le PLF du coup est à la hauteur des ambitions. Donc là, on a vu quand même une augmentation substantielle du coût du budget bas carbone de 7 milliards plus 3 milliards engagés de permission de dépenses. L'atteinte pour la part publique est plutôt vers les 30 milliards en 2030. Donc, est-ce que ça suffit dépend de la trajectoire qu'il y aura derrière. Est-ce que justement le ministère des Finances est effectivement en train de réfléchir à tracer cette trajectoire, à sortir les financements aux énergies fossiles ou les subventions actuelles, à les sortir selon une trajectoire très très visible pour que les différents acteurs puissent s'ajuster? À l'heure actuelle, on n'a pas l'information parce que le PLF concerne simplement 2024. Donc, vous avez complètement raison que l'on doit avoir une trajectoire non seulement qui est pluriannuelle, mais qui apporte déjà une visibilité jusqu'à l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Donc, au même titre pratiquement que l'éducation et que la santé, la transition énergétique, maintenant, elle doit être au cœur des préoccupations de l'ensemble des décideurs politiques et de l'ensemble de la population. Sur les espèces et la biodiversité, je vais laisser ma collègue Marion Guilloux répondre. Si on continue sur les rénovations énergétiques du bâtiment, je pense que j'ai répondu déjà au niveau, justement, le fait que les pompes à chaleur, oui, c'est un élément. Il faut aussi regarder dans l'ensemble et qu'on ne pourra pas atteindre la neutralité carbone en considérant les demandes énergétiques actuelles dans le bâtiment. Il faut vraiment réduire la demande énergétique. Je veux cependant profiter de la question pour soulever le fait que la rénovation énergétique des bâtiments, c'est le secteur qui coûte le plus cher en termes de transition bas carbone. Et c'est vraiment pour ce secteur où on doit avoir une visibilité d'ensemble à très, très long terme pour justement que l'on puisse engager les développements de toute la filière. Et Marion, je vais te demander de parler aussi des filières dans ta réponse, s'il te plaît. L'empreinte carbone, on a déjà couvert. Au niveau des SRADET, comme je vous l'avais dit, malheureusement, on n'a pas travaillé sur les aspects régionaux cette année. Par contre, par le passé, on a noté qu'il y avait un déphasage. On voit bien là, du coup, il y a déjà un déphasage entre les objectifs qui ont été votés au niveau européen en juillet 2021 et les objectifs qui sont maintenant déclinés pour 2030, 2 ans plus tard dans les pays. Et il y a le même déphasage, du coup, qui se trouve à être au niveau régional. Et justement, tous ces instruments de politique publique doivent être mieux articulés entre eux. Et j'espère que ça sera aussi un des éléments de travail qui pourront être intégrés au sein du SGPE, je le pense. Le principe de précaution et monétiser le carbone, effectivement, donc on a toute une réflexion à faire au niveau des puits de carbone. Maintenant, attention, parce que mes puits de carbone à moi, en tant que scientifique, ce sont des puits naturels et ça compte pas. Quand on parle de neutralité carbone, on parle vraiment du carbone qu'on a travaillé, pour lequel on a travaillé. On parle de renforcer le stock de carbone dans les sols agricoles et on parle de planter des arbres dans les forêts et éventuellement les puits de carbone technologiques où on peut extraire le carbone de l'atmosphère. Effectivement, le manque de marché
par rapport à ces puits de carbone nous aide pas, qu'il y a une réflexion à faire possiblement au niveau du système d'échange de quotas européen, qu'il y a déjà des éléments en route. Mais là, du coup, on n'a pas creusé, donc je ne peux pas vous amener plus d'éléments, mais j'en profite juste pour dire que, effectivement, c'est un aspect à soulever. Finalement, encore 2-3 questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je pense qu'on a parlé de politique économique suffisamment. J'en profite peut-être pour dire que sur la LPEC et le débat parlementaire, c'est important que les objectifs climatiques soient des objectifs qui aient un poids juridique important. Plus le poids juridique est important, plus on a des chances qui seront effectivement atteints. Et donc, effectivement, d'avoir au moins une loi qui ancre dans la loi les objectifs climatiques. Nous avons fait un certain nombre de recommandations par rapport à ce qui pourrait être inscrit dans la loi. Donc, l'objectif, non seulement l'objectif de neutralité carbone tout gaz, mais l'objectif CO2 seulement, ce qui nous permet d'articuler, et l'objectif émissions brutes, ce qui nous permet d'articuler les objectifs en termes de puits de carbone et d'émissions brutes, mais aussi l'objectif de méthane, parce que la France a signé la déclaration internationale, le Global Methane Pledge, mais elle n'a pas encore annoncé comment elle allait contribuer à cet objectif. Est-ce qu'il s'agit de 30% de décroissance de méthane en France ou autre? Et ça, du coup, ça doit être articulé et annoncé et, à notre avis, inscrit dans la loi. Effectivement, en fait, toute la France subit les impacts du changement climatique. Bien sûr, les impacts sont toujours plus visibles pour les ménages modestes et c'est très, très important de pouvoir, dans le contexte d'une transition juste, de pouvoir protéger les ménages à la fois des impacts climatiques, mais aussi des actions qu'ils devront mettre en route pour pouvoir faire leur contribution. Finalement, au niveau des poids lourds et des véhicules utilitaires légers, effectivement, les poids lourds, l'évolution des émissions de gaz à effet de serre des poids lourds est en retard. Et au niveau des véhicules utilitaires légers, particulièrement depuis la fin de la pandémie, on a des augmentations à ce niveau-là qui ne sont pas bien contrôlées. Et donc, on a besoin de mettre en route plus rapidement et de regarder quels sont les obstacles. Le fret ferroviaire est effectivement une solution possible qui a été implémentée dans d'autres pays européens, en particulier de manière très bonne. Et donc, ça pourrait être une solution. Encore une fois, ici, nous, au Conseil pour le climat, on évalue la stratégie d'ensemble et donc c'est au gouvernement, du coup, à dire comment il va renverser les tendances. Si vous voulez bien, Monsieur le Président, que je laisse la parole à mes collègues pour compléter. Je vous en prie, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai retenu 5 ou 6 questions que je vais essayer de traiter, peut-être pas aussi rapidement que Corinne, qui a magnifiquement enchaîné les questions. Alors, sur le lien biodiversité-climat, oui, il y a un lien évident. D'abord, la diversification biologique, ça donne une résilience au changement climatique, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir des populations totalement homogènes, ça vous rend plus résilient. Ça permet de garder une capacité d'adaptation, c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple dans les végétaux, si vous n'avez pas de conservatoire de végétaux, vous n'aurez pas forcément les plantes adaptées au climat de demain. Donc, il est extrêmement important de garder une diversité non seulement d'espèces, et c'est ce à quoi vous faisiez allusion, mais aussi une diversité à l'intérieur des espèces pour avoir, je ne sais pas, je crois qu'on a 30 000 blés dans les conservatoires de l'INRAE, et il y en a certains qui résistent au froid, d'autres qui résistent au chaud, d'autres qui aimeront. Et c'est vraiment une assurance vie biologique pour l'avenir, en fait, de garder cette diversité. Et je vais vous donner un autre exemple, je ne sais pas si ça va vous faire sourire ou pas. Quand on parle de l'élevage, on doit effectivement réduire l'empreinte carbone et méthane, surtout de l'élevage. Et il y a une des solutions qui est proposée, qui est d'avancer l'âge du premier vélage. Parce qu'actuellement, on garde des génisses jusqu'à 24 mois, et enfin, si vous voulez, de manière inutile au sens biologique et émission du terme. Certaines races, comme des races Angus ou des races Hereford, savent véler avant les 24 mois. Donc de faire des croisements
une diversité génétique, ça vous permettra d'avancer l'âge des vélages, et ça peut jouer jusqu'à 17% des émissions de gaz à effet de serre quand vous supprimez plusieurs mois de présence d'animaux. Donc oui, la biodiversité et le climat sont totalement liés. Je ne sais pas si j'avais besoin d'aller jusqu'à l'âge des vélages, mais vous voyez bien qu'il y a effectivement beaucoup de liens. Alors, pourquoi, vous disiez de fait l'écologie punitive, pourquoi ces mesures injustes? Moi, je dirais plus que si on ne fait rien, c'est totalement injuste. Vous savez que ce sont les populations pauvres qui vont souffrir le plus du changement climatique, au niveau mondial, bien sûr, mais aussi au niveau national. Ce sont ceux qui ont des passoires thermiques qui vont souffrir du froid ou du chaud. Donc, au contraire, avoir une politique climatique, c'est protéger les populations. Alors, il faut évidemment faire attention à ce que les mesures qu'on prenne soient socialement justes, c'est-à-dire veiller au moment où on prend des mesures sur par exemple les carburants ou autres, qu'il n'y ait pas de répartition ou des compensations pour les populations qui pâtiraient. Mais par contre, les politiques climatiques sont des politiques de protection des populations pauvres. Le troisième élément, on parlait d'empreinte. Oui, effectivement, l'empreinte, c'est donc ce qu'on produit, les gaz, les émissions liées à ce qu'on produit sur le territoire, plus les émissions liées à ce qui est importé. Et l'empreinte alimentaire, je vous donne cet exemple, elle est presque 2 fois plus que l'empreinte de l'agriculture. Et de fait, 45% de l'empreinte alimentaire est liée aux importations. Ça a des implications, c'est-à-dire qu'il faut qu'on dise à la Commission européenne que lorsqu'on négocie des traités commerciaux, on doit veiller aux conditions qui sont fixées dans les traités commerciaux par rapport aux produits importés qui pourraient venir remplacer les produits nationaux. Ce serait absurde, d'une certaine manière, d'empirer notre empreinte gaz à effet de serre en ne veillant pas aux conditions d'importation. Le quatrième point sont les puits carbone. Effectivement, c'est un phénomène assez récent, mais extrêmement rapide. La mortalité des arbres, du fait notamment des successions d'épisodes de sécheresse, des attaques de scolytes ou de parasites, des frênes, des châtaigniers, des pins, enfin je suppose que vous en avez vu partout dans vos régions, ont causé une augmentation de 54% de la mortalité des arbres en 9 ans. Je ne sais pas si vous voyez le choc biologique que ça a représenté pour nos forêts. La France est traditionnellement un pays qui a de nombreuses forêts. La superficie en forêt n'est pas toujours de qualité. Parfois, ce sont des accrus, simplement des terrains agricoles, de la déprise agricole et des accrus forestiers. Mais on a une surface forestière significative. Et très récemment, donc du fait des conditions climatiques, on a constaté une baisse significative des puits de carbone. Alors, baisse des puits de carbone forestiers et baisse des puits de carbone dans les sols. Vous savez que dans les sols, il y a 3 fois plus de stockage de carbone que dans l'atmosphère. Enfin, je ne sais pas si vous le saviez, mais en tous les cas, je vous le dis, le sol, dans la couche de 0 à 2 mètres, stocke 3 fois plus de carbone que l'atmosphère. Donc, oui. Donc, il est extrêmement important de faire en sorte que ces puits de carbone soient entretenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement replanter des forêts. Et là, il faut choisir les espèces. Ça n'est pas du tout inutile de replanter 1 milliard d'arbres. Par contre, il faut replanter des espèces qui seront adaptées aux conditions futures. Il faut de la même manière faire en sorte que les stockages de carbone dans les sols augmentent. Et là, ça suppose à la fois des pratiques agricoles favorisant le stockage de carbone dans les sols, et sans doute d'encourager les agriculteurs pour qu'ils deviennent ce qu'on appelle des carboniculteurs, mais aussi de lutter contre l'artificialisation des sols. Parce qu'un parking qui est recouvert de macadam, c'est un sol qui ne respire plus. Et c'est un sol donc c'est mauvais pour la vie dans le sol, donc mauvais pour le stockage de carbone dans le sol. Donc là, ce sont des mesures assez simples pour ceux qui ont une influence locale. Ce sont des mesures assez simples d'éviter l'imperméabilisation des sols. Alors évidemment, le zéro artificialisation nette, l'effet est plus radical, puisque ça suppose de veiller à ce qu'on n'ait pas trop de disparition de surface. Mais c'est une mesure indispensable pour la vie dans les sols et donc pour le stockage de carbone dans les sols. Et enfin, j'insiste sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir une programmation pluriannuelle, en reprenant ce que Corinne disait, parce que quand on parle forêt, quand on parle stockage de carbone dans les sols, quand on parle changement de pratiques agricoles, on parle de changement de long terme.
Et pour que les acteurs acceptent des changements de long terme, il faut une visibilité. Et d'où l'importance, effectivement, au-delà des sommes importantes qui ont été dégagées par le gouvernement, d'avoir une visibilité pluriannuelle des actions. Peut-être faut-il ajouter que le budget du Haut Conseil pour le climat nécessite aussi une mesure de, je crois, 250 kg pour ceux qui auront envie de faire des amendements, pour arriver à faire tourner le nombre de rapports qu'on a à faire. Merci de votre attention. Merci pour vos propos et les réponses très complètes apportées aux orateurs des groupes. Nous en venons aux questions d'une minute avec la question de Laurence et Delgruyère. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, en juin, le Haut Conseil pour le climat a rendu son rapport annuel 2023. Il constate une baisse des émissions de CO2 dans notre pays. Mais cette baisse est insuffisante. Il faut amplifier nos efforts. C'est pourquoi la planification écologique présentée lundi dernier par le Président de la République prend tout son sens. Cependant, comme j'ai pu le souligner dans un récent courrier adressé au ministre Christophe Béchu, chacun doit prendre sa part dans ce tournant, y compris nos territoires ruraux. Or, je constate que le mot « ruralité » n'apparaît pas une seule fois dans les 200 pages de votre rapport. Pas une seule. Celui d'agriculture apparaît, lui, 57 fois. De là à imaginer que le Haut Conseil pour le climat résume la ruralité à l'agriculture, je ne me le permettrai pas, parce que la ruralité, c'est bien plus que cela. Alors, Madame la Présidente, pouvez-vous nous préciser quelles sont les recommandations du Haut Conseil pour le climat pour que la transition écologique soit à la hauteur des enjeux, mais surtout juste et adaptée pour notre ruralité? Je vous remercie. La parole est à à Charlotte Gauchi-Boulognes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je tiens à souligner la qualité du rapport intitulé « Acter l'urgence, engager les moyens ». Vous avez réalisé une présentation pertinente de ce rapport. Je souhaiterais insister sur un point, l'adaptation au réchauffement climatique. Plus 2 degrés à l'horizon 2030. Le constat nécessite une politique ambitieuse en matière d'adaptation. Que proposez-vous concrètement pour répondre à cet enjeu? Je vous remercie. Très bonne question. Merci, chers collègues. La parole est à Daniel Brulebois. Pardon, elle est sortie, mais on lui redonnera la parole. La parole est à Damien Adam. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs, pour votre présence cet après-midi. Une de vos recommandations est, je le cite, compléter et publier l'ensemble des feuilles de route de décarbonation des secteurs et filières, les articuler entre elles et en assurer le niveau en cohérence avec les objectifs climatiques de court terme et l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Ce qui m'amène à ma question par rapport au plan annoncé par le SGPE sur la planification et les 52 leviers qu'ils ont identifiés pour atteindre nos objectifs de 2030. Est-ce que vous avez prévu dans un prochain rapport d'analyser très finement ces 52 leviers identifiés par le SGPE pour en voir si ça permet d'atteindre les objectifs et si ça vous paraît réaliste et s'il faut ajuster les choses par rapport à ça, ça nous guiderait, nous, parlementaires, de manière très précise pour nous permettre de savoir si on est dans le plan de marche, s'il faut améliorer les choses ou pas. Je vous remercie. Merci. La parole est à Emmanuel Maquet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, le Haut Conseil pour le climat a été créé par Emmanuel Macron en 2018. Ironiquement, chaque fois que la presse relaie vos rapports depuis, c'est pour dire que vous dénoncez l'inefficacité de sa politique climatique. Il y a beaucoup à dire sur l'aveuglement du gouvernement, notamment en matière d'énergie nucléaire. Mais est-ce bien le rôle du Conseil d'experts de se comporter comme un contre-pouvoir politique, usant des médias pour faire de la communication auprès du grand public? Dans le contexte de désaffection croissante de nos concitoyens envers leurs institutions, n'avez-vous pas le sentiment de participer à la défiance ambiante en prenant systématiquement parti contre une action publique que vous êtes censé éclairer? Je rappelle que le propre du pouvoir politique, c'est d'arbitrer et de concilier des intérêts parfois contradictoires. À votre avis, la multiplication des rapports alarmistes et culpabilisants a-t-elle démontré son efficacité au service de la cause climatique? Merci. Merci. La parole est à Daniel Brulebois. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, les techniques de captage et de stockage du carbone apparaissent comme une solution, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit industrielle. Donc ça lève quand même un espoir important. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes d'accord avec l'Agence internationale de l'énergie ou la Commission européenne qui les considère comme une solution qu'il faut absolument encourager
et que ça peut être un espoir pour l'humanité. Merci. La parole est à Madame Christelle Pétex-Levé. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Madame la Présidente, dans votre dernier rapport, vous réitérez la recommandation de sortir du charbon dès 2023. Promesse maintes fois ajournée par Emmanuel Macron et encore une fois exprimée la semaine dernière avec une mise en application seulement pour 2027. Partagez-vous le constat que le nucléaire est un atout indispensable pour garantir notre approvisionnement en électricité sans dépendre des énergies fossiles? Nous nous étonnons en effet que la relance du nucléaire ne figure à aucun moment parmi vos recommandations, alors que l'idée fait de plus en plus consensus dans l'opinion et commence même à faire son chemin chez certains ex-opposants. En revanche, vous prenez sans réserve l'accélération du déploiement des énergies renouvelables. Quelle estimation le Haut Conseil pour le climat fait-il des émissions de carbone nécessaires au fonctionnement de ces procédés? Et quelle énergie de substitution préconisez-vous pour pallier l'intermittence du solaire ou de l'éolien? Quel jugement portez-vous sur la stratégie française de création de terminaux méthaniers accueillant du GNL afin de le substituer au gaz russe? Le déploiement d'une filière française de biogaz n'aurait-il pas été plus pertinent? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Pierre Tête. Monsieur le Président, Madame la Présidente, cette semaine se tient le sommet de l'élevage à Cournon d'Auvergne, l'occasion pour notre groupe de réaffirmer notre entière confiance à nos agriculteurs et de rappeler que grâce à eux, l'agriculture française est reconnue comme le modèle le plus durable au monde. Victime d'une concurrence déloyale de pays étrangers peu vertueux dans leurs pratiques et confrontés à des conditions de travail et de revenus de plus en plus difficiles, nos éleveurs sont aujourd'hui accusés d'être les premiers responsables de l'explosion des émissions de gaz à effet de serre, notamment du méthane. De qui se moque-t-on ? Sur des recommandations soi-disant scientifiques, beaucoup se sont orientés vers d'autres productions comme les légumineuses qui ne correspondent pas du tout à la demande sociétale. Ces recommandations ont abouti à affaiblir la ferme France au profit d'importations étrangères. Est-ce le rôle d'une instance scientifique comme le Haut Conseil pour le climat de s'immiscer dans la vie des gens jusqu'à leur réclamer un changement d'habitude alimentaire, là où le reste du monde continue de produire ou de manger de la viande? Le climat n'est-il pas le prétexte pour des climatologues militants de condamner définitivement notre élevage? Merci. La parole est à Hubert Hoth. Merci, Monsieur le Président. Je vous ai bien écouté, Madame, tout à l'heure, et je vous rejoins parfaitement dans votre constat de préciser que le sol est un considérable piège à carbone. Or, l'agriculture, de ce point de vue-là, est potentiellement un allié considérable. On sait aujourd'hui qu'une proportion significative de nos terres arables, de nos terres cultivées, n'ont plus le caractère vivant qui devrait être le leur pour jouer à plein leur rôle de piège à carbone. Les intrants, qui sont d'ailleurs le résultat d'une filière pétrolifère quand même, les intrants de synthèse, un ensemble de pratiques ne sont pas compatibles avec cette évolution vers un sol vivant, un sol dynamique, un sol profond, un sol qui joue un rôle essentiel si l'on veut contribuer à cette atténuation climatique par le piège à carbone que ce sol présente comme atout majeur. J'aimerais avoir deux renseignements de votre part. Avez-vous la proportion de ces sols sur lesquels on peut engager une dynamique agricole nouvelle et sur les pratiques que vous proposez? Merci. Merci. La parole est à Gérard Le Seul. Merci, Président. Nous avons à plusieurs reprises évoqué une question absolument fondamentale. Comment concilier environnement et justice sociale? Et à ce titre, toutes vos préconisations seront les bienvenues. Et puis, en complément des plans de sobriété, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de baisse des puits de carbone, vous l'avez évoqué tout à l'heure à travers les forêts, il apparaît des techniques d'élimination du carbone, de captation, de stockage, que ce soit le biochar ou de réutilisation du CO2 à la sortie de nos usines ou même dans l'air. À ce stade, il semble que ces techniques ne soient pas toutes matures, mais en phase de développement et peut-être pour certaines d'entre elles extrêmement prometteuses. Et donc nous souhaiterions avoir votre avis sur ces techniques et notamment donc sur les plus prometteuses dans la lutte contre le dérèglement climatique et sur le niveau d'engagement que devrait prendre la France pour accompagner ce développement. Merci. La parole est à Vincent Thiebaud. Merci, Monsieur le Président. Pardon.
Ma question est très simple, en fait. Je voudrais juste savoir comment vous évaluez les effets contre-productifs d'éventuellement l'atteinte de certains objectifs. Je m'explique. Notamment, et vous l'avez mettez dans le rapport, la baisse constatée sur l'agriculture est surtout liée au fait de la baisse du cheptel, de bovins, notamment le prix des engrais. Mais le constat aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture est de moins en moins exportatrice et nous importons de plus en plus de denrées. C'est-à-dire que nous, à travers l'agriculture, mais c'est vrai pour d'autres secteurs, où on met des contraintes fortes pour répondre à nos objectifs et notre ambition au niveau français, on constate aussi que du coup, comme on importe, comme ça a été dit tout à l'heure, on peut importer aussi des produits qui viennent de l'étranger. Comment vous évaluez aussi cet impact carbone qui est important, puisque du coup, c'est plus de mouvements aussi en termes de transport de l'étranger vers la France. Donc, est-ce que vous avez une méthode aujourd'hui pour vraiment prendre en compte cette partie-là? C'est-à-dire que si on mesure que les gaz à effet de serre au niveau français sans prendre en compte les potentialités extérieures, c'est peut-être un petit peu contre-productif. Voilà. Simplement. Merci. La parole est à Sylvie Ferrer. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues. Donc, je voulais faire une petite remarque sur les propos de Madame Guillou tout à l'heure, qui a mis au futur, en fait, l'impact du dérèglement climatique sur les populations les plus précaires. Donc, voilà, moi, je pense que c'est aujourd'hui et déjà l'impact a déjà commencé. Voilà, donc là, c'était une petite remarque. Et donc, Madame la Présidente, vous avez abordé déjà la question du poids des véhicules. Donc, je voulais revenir sur cette question-là, puisque ça faisait l'objet de ma question, et l'illustrer notamment par mon propos, donc, concernant une blague assez répandue qui était de déplacer discrètement la voiture d'un copain, et on l'a portée ailleurs avec quelques bras. C'était quelque chose qui se faisait, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, totalement impossible de le reproduire, et je suis à peu près sûre que la jeune génération ne voit pas à quoi je fais allusion. Les voitures sont plus lourdes, plus grosses, et ce gonflement des machines s'illustre bien au travers de la prolifération des SUV. En 2020, les ventes de véhicules tout-terrain de loisirs, les SUV, représentaient 39,2% des ventes. Donc, je vais en venir à ma question. Les voitures électriques sont en partie une solution, mais également, est-ce qu'il n'y a pas un levier majeur pour le secteur automobile français concernant simplement la taille des véhicules construits? Merci. Merci. Il ne vous a pas échappé qu'on vous a laissé poser la question 1 minute 30, mais c'était pour rappeler les bons souvenirs de l'époque. Est-ce que tous les collègues ont pu s'exprimer? D'autres questions? Eh bien, je vous laisse le soin de répondre. Et vous avez vu qu'il y a... Votre audition suscite un intérêt certain. Très bien, merci. Merci pour cette deuxième série de questions. Donc, sur la ruralité. Mais vous avez complètement raison que c'est pas pour un manque d'intérêt que l'on n'a pas mentionné la ruralité dans notre rapport cette année. C'est simplement qu'on n'a pas eu les ressources pour faire un travail fin qui dépasse le niveau national. Donc, on a fait une section régionale dans certains de nos rapports par le passé, mais cette année, on n'a pas eu la possibilité de le faire, en partie parce qu'on nous demande un rapport justement sur la gouvernance et les actions régionales pour l'année prochaine. Et donc, on a préféré prendre le temps d'aller plus en profondeur sur cette dimension, mais c'est pas du tout une réflexion du manque ou de notre appréciation du manque d'importance de la ruralité. Et donc, je vous remercie beaucoup d'avoir soulevé le sujet. La raison pour laquelle on organise notre travail justement avec un secteur agricole, émissions, bâtiments, énergie et industrie, c'est que c'est la façon dont les émissions sont reportées aux Nations Unies. Et donc, on a un cadre pour analyser les émissions qui est basé sur le cadre des Nations Unies. Et donc, c'est la seule raison pour laquelle on fait notre rapport dans cette articulation. Sur l'adaptation, concrètement, ce à quoi on s'attend, c'est que les acteurs qui prennent des décisions aujourd'hui à tout niveau suivent justement une trajectoire de réchauffement climatique qui est attendue
qui est la trajectoire de 4 degrés pour la France. Donc, c'est une trajectoire qui pourrait être revue à l'avenir si on fait mieux. Mais avec les politiques publiques actuelles, c'est malheureusement la trajectoire à laquelle on s'attend, avec des années plus chaudes encore, pour tenir compte de la variabilité climatique. Et donc, dans les documentations et les guides de planification, on peut du coup, plutôt que de regarder l'actuel pour, par exemple, construire, pour l'aménagement du territoire en particulier, on peut regarder justement quelle sera la trajectoire avec tous les impacts climatiques qui vont avec. Il faut aussi regarder le coût pour les assurances en particulier, mais le coût aussi pour le développement et l'exploitation future de nos aménagements. Peut-être, Sylvain, tu pourras ajouter à la fin quelques éléments si tu le souhaites. Le plan du SGPE, effectivement, les 52 leviers sont un processus important parce qu'il démontre un certain niveau d'opérationnalisation de la trajectoire du gouvernement et donc c'est une avancée importante. Cette année, nous avons analysé du coup des indicateurs que nous avions choisis, nous, parmi ceux qui existaient dans la stratégie nationale bas carbone. Cette année, on n'a pas encore pris la décision de quelle stratégie on allait utiliser parce que la SNBC révisée, elle n'est pas encore publiée, mais on espère qu'elle sera effectivement rendue publique, au moins le projet, avant que les décisions devront se prendre, que les décisions seront prises, et du coup, on pourra décider à ce moment-là. Mais effectivement, c'est vraiment important de regarder les leviers et non pas seulement les résultats, parce que ce sont les leviers qui nous permettent de dire si on fait des actions qui sont structurellement, qui vont dans la bonne direction et au bon niveau surtout. Au niveau de est-ce que justement c'est à nous d'arbitrer ou pas, je pense que est-ce que c'est vous qui nous avez posé cette question. Donc le Haut Conseil pour le climat est composé d'experts sur soit le climat comme moi-même, climatologue, l'agriculture ou l'énergie et sciences sociales. Donc on n'est pas du tout là pour prendre des décisions à la place du gouvernement. On est là pour faire des recommandations pour qu'on atteigne les objectifs climatiques et qu'on protège l'ensemble de la société en France et au niveau global. C'est vraiment là, c'est ça notre rôle. On a justement dans nos recommandations, on essaie très attention, ou en tout cas on est très très conscient de ne pas prescrire les politiques publiques, mais de donner les options qui vont dans la trajectoire ou qui entrent dans la trajectoire bas carbone. C'est bien sûr au gouvernement de prendre les décisions qui vont avec. Si le gouvernement ne souhaite pas suivre certaines de nos recommandations, ce n'est pas du tout un problème. Par contre, le gouvernement doit dire, s'il ne suit pas certaines de nos recommandations, qu'est-ce qu'il fait pour que ça marche. Donc c'est vraiment ça l'optique. On essaie vraiment très très fort d'avoir des débats, de ressortir des propos neutres, des propos surtout indépendants et qui représentent un consensus de l'ensemble du Haut Conseil pour le climat. Sur le CCUS, donc, il y a eu 2 questions sur le stockage et la capture du carbone. Donc, nous avons reçu cette semaine une saisine du gouvernement justement pour nous demander notre avis sur le CCUS. Donc, nous sommes en train d'élaborer un avis qui va inclure justement une analyse déjà technique de ce qui est possible en France, mais aussi plus loin de sa pertinence vu la situation actuelle, en particulier au niveau des puits de carbone qui sont moins forts que prévu. Maintenant, si on regarde les trajectoires actuelles sur le CCUS, donc par exemple dans les trajectoires des modèles globaux, on voit qu'il est utilisé vraiment beaucoup, il est dans pratiquement tous les scénarios, mais il n'est pas utilisé pour remplacer les options qui existent autres, par exemple l'électrification ou même bien sûr la sobriété, mais il est utilisé en plus pour déjà en termes de transition et ensuite pour compenser les émissions qui ne peuvent pas être réduites ailleurs.
Oui, voilà. Donc, je ne peux pas tout de suite vous donner des conclusions fermes par rapport à l'avis du Haut Conseil pour le climat. Par contre, nous pourrons revenir vers vous au moment de publication de notre rapport qui sera mi-novembre normalement. Sur le nucléaire, merci de votre question. Le nucléaire, c'est effectivement une énergie bas carbone qui est importante en France parce que ça veut dire que nous avons de l'électricité bas carbone en quantité en France. Donc, c'est pas le Haut Conseil pour le climat n'a pas d'opinion sur la qualité de l'énergie utilisée. Par contre, il faut bien voir que pour atteindre l'objectif 2030, on doit déployer, malgré tout ce qu'on fait pour le nucléaire, malgré le potentiel du nouveau nucléaire, y compris le nouveau nucléaire pour les décennies futures, le déploiement du nucléaire, c'est un déploiement qui se fait très, très lentement. Et pour atteindre l'objectif de 2030, on ne peut pas se passer d'un déploiement des énergies renouvelables en masse très, très rapide, accompagné justement des mesures de sobriété. Donc, ce n'est pas un ou l'autre, c'est vraiment les deux énergies dans l'ensemble d'une stratégie qui nous mène jusqu'à la neutralité carbone avec le mix énergétique que nous avons actuellement en France. La question de l'intermittence, elle est très importante. Il faut bien sûr se pencher sur le réseau électrique à l'heure actuelle. C'est ce que RTL fait à l'heure actuelle. Donc, il y a des scénarios qui incluent plus ou moins d'apports nucléaires, pas nucléaires, mais d'énergie renouvelable et d'intermittence dans le système. Au sein d'un pays qui est connecté avec les autres pays européens, ça aussi réduit les tensions, mais ça ne supprime pas le besoin déjà de renforcer le réseau électrique actuel et de développer justement ces alternatives pour les moments où on aura moins de production électrique. Et donc de voir justement le stockage qui est nécessaire et le système d'échange entre les pays qui est nécessaire. Au niveau du GNL, c'est vraiment un sujet très, très important parce qu'avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a voulu diversifier les sources d'énergie et de gaz, particulièrement en France, et le GNL est un gaz à effet, et source de gaz à effet de serre très importante et qu'il ne faut pas que la France investisse dans des trajectoires qui vont rendre l'atteinte de la neutralité carbone très difficile. Et c'est le cas du GNL, donc les développements dans ce système doivent être le plus limités possible, bien sûr. Je vais laisser ma collègue parler d'élevage, mais je veux juste, par contre, donner une toute petite note ici. C'est que, bien sûr, les agriculteurs ne sont pas les premiers responsables. Les agriculteurs font leur travail d'agriculteurs. Et effectivement, quand il y a des pressions sur le monde agricole en France, il y a aussi des implications sur les importations qui sont dues en partie aux pressions ou en partie simplement au marché plus large et à l'offre alimentaire qui est alimentée à la fois par la production en France, mais aussi par les importations étrangères. Et du coup, c'est bien, il faut vraiment bien parler de système alimentaire quand on parle de réduire les émissions de gaz à effet de serre en France. Mais je vais laisser Marion parler de ça et aussi de la question sur les sols, s'il te plaît, Marion. Sur les importations, comment est-ce qu'on fait en réalité? Qui m'a posé cette question? Par ici, je pense. Il y a des méthodes. Nous, on ne produit pas de données au Conseil pour le climat. Donc, on utilise les données qui sont, je pense, dans ce cas, qui viennent du SDES, producteurs de données sur, justement, l'empreinte carbone. Donc, ils ont amélioré leur méthode de données, de production de données l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Et on regarde du coup à ce moment-là quels produits sont importés, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils sont assemblés et quelle est l'empreinte carbone de ces différents produits. Et donc, effectivement, on a de plus en plus d'importations, bien que la tendance à l'augmentation, elle est soit ralentie, soit stabilisée, soit inversée dans les dernières années, mais qu'effectivement, les émissions associées aux importations sont importantes, que la France, elle doit s'en préoccuper
plus on va vers la neutralité carbone, plus elles deviendront importantes. Et du coup, ces évaluations et un suivi de l'empreinte carbone doivent se faire en parallèle aux actions qui sont faites sur la France. Le levier majeur de la taille des véhicules, absolument, on l'a soulevé dans notre rapport, c'est un levier qui pourrait être inversé, qui touche à la fois les véhicules électriques et les véhicules thermiques. Ce n'est plus le cas maintenant où on peut prendre des décisions économiques sans se soucier de l'impact qu'ils auront pour la transition vers la neutralité carbone. Marion, à toi. Merci. Alors, vous avez tout à fait raison sur plusieurs points que vous soulignez. Oui, les sols de grande culture s'appauvrissent en carbone, et oui, il y a des méthodes pour réenrichir des pratiques agricoles qui réenrichissent les sols agricoles. Le retournement des prairies, ça fait perdre du carbone. Diminuer les haies, ça fait perdre du carbone. Et donc, il y a tout un plan dans le plan qui a été présenté par le gouvernement récemment. Donc, comment recréer des haies, comment encourager l'agroforesterie, comment éviter le retournement des prairies, enfin tout un ensemble de mesures qui sont destinées à augmenter le stockage de carbone dans les sols. Alors, sur l'élevage, ils ne nous ont pas attendu. Malheureusement, s'il y a des stockages, enfin si actuellement il y a diminution du cheptel, puisqu'il y a 9,5% du nombre d'animaux en moins depuis 2016, entre 2016 et 2022, ce qui est quand même assez significatif. Ça n'est pas du tout lié aux préconisations climat, mais c'est malheureusement lié aux conditions socio-économiques d'exercice du métier. Donc nous, ce qu'on préconise dans notre rapport, c'est une modération de la consommation de viande, ça oui, parce que, je veux dire, c'est actuellement... c'est là-dessus qu'on doit jouer, puisqu'on a vu une réaugmentation de la consommation de viande bovine, et d'ailleurs largement alimentée par les importations, ce qui est un peu absurde. Mais ce que nous recommandons, c'est, et d'ailleurs il y a un plan filière bovine, c'est faire en sorte que par kilo de viande ou par litre de lait, il y ait une diminution de l'empreinte gaz à effet de serre, et il y a toute une liste de choses que les professionnels ont repérées comme permettant de diminuer l'empreinte de gaz à effet de serre, donc essentiellement du méthane, comme vous le savez, recouvrir les fossilisiers, la génétique, l'alimentation, enfin beaucoup de pratiques qui peuvent être mises en place progressivement et qui permettraient d'atténuer ces gaz à effet de serre. Donc notre recommandation, c'est un plan d'ensemble pour l'évolution de la filière, dans le sens d'une filière qui permette de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en permettant une vie décente pour les agriculteurs. Alors, est-ce que je peux compléter par le fait qu'on prépare un rapport sur agriculture et alimentation? Vous avez vu que l'agriculture et l'alimentation, c'est quand même beaucoup de choses à faire changer à la fois. Et vraisemblablement, on le publiera juste avant la fin de l'année 2023. Il est en cours de chantier. Juste un mot pour dire très concrètement qu'est-ce qu'on peut faire en matière d'adaptation à l'échelle locale, qu'elle soit urbaine ou rurale. Depuis le premier plan national d'adaptation au changement climatique, et ça a été enrichi avec le deuxième, il existe des outils en fait qui mettent à disposition de tout un chacun, des entreprises, des collectivités, les projections climatiques effectuées par les climatologues et qui sont les mêmes que celles qui sont travaillées par les auteurs du GIEC. Donc c'est par exemple à travers le portail DRIAS, les futurs du climat, où on trouve les projections de l'Institut Pierre-Simon Laplace, du CERFAX, de Météo France, qui sont à des résolutions de 8 km sur la France métropolitaine, mais aussi pour certains outre-mer aujourd'hui, et ça va être enrichi très prochainement. À travers ces outils, on peut développer ce qu'on appelle des services climatiques qui permettent en fait d'avoir un diagnostic des impacts au premier niveau, un diagnostic des phénomènes physiques, mais aussi des impacts sur la sécheresse des sols, par exemple, à l'échelle de 8 km sur la métropole, et donc directement permettre d'établir directement le lien avec des activités. Et à partir de ce diagnostic, donc déjà du diagnostic de l'état présent des vulnérabilités des activités au changement climatique actuel, on se projette dans le futur, on peut évaluer ces vulnérabilités et l'évolution des vulnérabilités dans le futur, et donc savoir quel est le niveau de préparation nécessaire et donc les besoins d'adaptation. Alors on a souligné dans notre rapport 2023 les limites capacitaires en 2022, c'est des choses qu'on retrouve en fait dans les projections climatiques. Les limites qui sont atteintes aujourd'hui, si on voit que la vulnérabilité augmente demain, ces limites, il va falloir les repousser. Et donc c'est des besoins d'adaptation. Le repousser ces limites, c'est les besoins d'adaptation. Aujourd'hui, dans presque tous les secteurs, on est capable d'avoir une estimation à un premier niveau des besoins d'adaptation. Aujourd'hui, les outils existent, il s'agit de s'en saisir en fait. Et ces outils ont été développés depuis 2012-2013 pour les premiers et sont accessibles. Alors ils s'enrichissent, par exemple des stations de sport d'hiver aujourd'hui sont capables de diagnostiquer
jusqu'à quel horizon de temps l'exploitation de tel versant, de telle piste sur tel versant est encore viable économiquement. Il y a 5 ans, on ne savait pas faire ça. Aujourd'hui, on sait le faire. Ce qui est important et ce qu'on recommande, nous, c'est que tout le monde s'en saisisse, que tout le monde soit conscient de ses vulnérabilités pour pouvoir les traiter et investir à bon escient. C'est vraiment ça nos recommandations. Et c'est très concret ce que je viens de dire. Merci pour ces réponses très complètes aux questions des collègues. Est-ce qu'il y a une volonté de reposer des questions, des compléments? Pas de volonté. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons demain matin à 9h, non pas dans cette magnifique salle, mais dans la salle des affaires économiques, pour l'examen conjoint avec cette même commission du rapport de la mission d'information commune sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et nous nous retrouvons par contre dans cette même salle à 15h demain pour l'examen de la proposition de loi relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic. Je vous jure, c'est pas moi qui ai choisi le titre. À demain, merci beaucoup.